Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Laurent qui va nous parler de son roman Retour en vie. Pascal Laurent est journaliste au soir et il est originaire de la région, il habite dans la région. Donc on a vraiment le régional de l'étape, ce n'est pas si fréquent. Alors d'abord c'est un premier roman. Qu'est-ce qui vous a amené à la fiction ? Vous n'êtes pas le seul, il y a Alain Lallemand aussi, votre collègue, donc vous êtes quand même plusieurs journalistes à venir au roman à un moment ou à un autre, mais dans votre cas particulier. Alors, il y a deux choses. D'abord, au moment de mes études à l'ULB, je rêvais déjà d'écrire un roman, mais voilà, j'avais commencé quelques chapitres, et puis j'avais abandonné le projet parce que voilà, la vie était là, elle frappait à la porte, et donc dans ces moments-là, on a moins envie de raconter des choses que de les vivre. Donc c'était mon cas et j'ai gardé ces feuillets, mais je les ai laissés dormir dans une farte en carton, dans un coin de mon bureau. Et puis voilà, en 2018, j'ai perdu mon fils, un de mes trois enfants, le deuxième, dans un accident domestique. Et après cela, il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient en moi. Il y avait d'abord l'idée que voilà, la mort et la fin de l'existence peut arriver comme un voleur, et donc il faut bien veiller à réaliser une partie de ses rêves, en tout cas de rencontrer une partie de ses aspirations avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ne soit plus en mesure de le faire. Donc je me suis dit, mais voilà, c'est maintenant, écrire un roman, franchir ce pas, ce cap, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, alors était peut-être un peu plus inconsciente, c'est qu'il y a dans l'écriture une forme de catharsis et que la perte d'un enfant, c'est une blessure dont on ne guérit jamais. À n'importe quelle occasion, au travers de n'importe quelle image, souvenir, mot, circonstance. Parfois, le simple fait de passer à côté d'un lieu ravive la blessure et fait à nouveau saigner la plaie, si je puis dire. Et donc, mais bref, il y avait le besoin d'exprimer un ressenti dans l'écriture. Et ce, d'autant plus que quand on vit cela, on garde parfois ses propres émotions à l'intérieur de peur de blesser ses proches en ajoutant du sel sur leur propre plaie à eux. Et donc on garde ça pour soi. Et donc l'écriture était un moyen d'exprimer sans faire de mal aux autres. Et enfin, la dernière motivation qui était pour moi la plus essentielle, la plus importante, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai perdu un être merveilleux, solaire, qui apportait dans l'existence de mon épouse et de moi-même et de son frère et sa sœur de la lumière, de même que nos autres enfants nous apportent aussi cette lumière, cette joie au quotidien. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose pour lui. Et la seule chose que je sais faire, je ne suis pas un artiste, je ne peins pas, je ne sculpte pas. Moi, mon métier, ce sont les mots. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose que je voudrais le plus beau possible, donner le meilleur de moi-même dans ce travail. Ce qui, sans doute, explique pourquoi ça a pris autant de temps, puisque mon fils, qui se prénommait Hugo, est décédé en 2018, et ce livre est paru en août 2023. 5 ans pour écrire un roman, même si c'est mon premier roman, c'est long. Alors pour la petite histoire, il était terminé en août 2020, mais après il y a eu un travail que j'appellerais un travail de maturation,
le manuscrit a vécu sa propre vie, si je puis dire, et avec les relectures, les retravails successifs, la participation au prix du Polar de la Foire du Livre de Bruxelles, pour lequel j'ai été finaliste et qui imposait de ne pas avoir d'éditeur, puisqu'un éditeur était partenaire du prix. Donc, tous ces éléments-là, additionnés les uns aux autres, ont expliqué que le livre ait mis tant de temps à sortir. C'est difficile de faire un premier roman, du point de vue de toutes ces étapes dont vous parlez. Alors, j'ai envie de dire, ce qui est difficile dans un premier temps, c'est, mais c'est vrai pour le deuxième, et je crains parce que le deuxième est en cours, et je crains que ce soit vrai pour le troisième et pour tous les autres qu'il y aura, s'il y en a, c'est que on a un métier. Je veux dire, je n'ai pas la chance de vivre, en tout cas de mes fictions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a la chance de vivre de ces Belgique, fictions. En Belgique, à part Amélie Nothomb. J'ai eu le plaisir de participer à une soirée l'année dernière à la librairie Molière où était présent Thomas Gunzig. Il expliquait que lui-même avait différentes activités liées à l'écriture, mais des commandes, des choses pour pouvoir nouer les deux bouts, si je puis dire, et vivre correctement. Donc, moi, je suis journaliste. J'écris au quotidien, c'est le cas de le dire, donc pour le soir, et parfois, quand il me reste encore un peu d'encre, si je puis dire, un peu d'énergie, j'écris pour moi. Et donc, ça explique en partie que ça ait pris un certain temps. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que quand vous commencez à imaginer une fiction comme un roman, alors au début, ça va, l'histoire commence, mais après, vous devez garder cette cohérence. Ne pas aller dire le contraire de ce que vous avez dit dans un chapitre du début qui a peut-être été écrit 6 mois ou 8 mois plus tôt. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vos personnages vivent en vous. Chacun des personnages a sa psychologie et vous l'avez créé. Et donc, vous devez veiller à respecter ce qu'est la personnalité de cet être imaginaire. Et donc, ça demande de se replonger dans ce qu'on a déjà écrit avant de continuer l'écriture. Donc, ça prend du temps. Ça, c'est le premier élément qui explique pourquoi ce n'est pas simple d'écrire un premier roman. Mais la tâche qui a été la plus dure pour moi, c'est quand Christian Liebens, que nous connaissons, a eu la gentillesse de me prendre sous son aile et de me guider un peu comme un maître guiderait son apprenti. Christian m'a dit « tu dois couper ». Donc pour que je précise, Christian Liebens est le directeur de collection de la collection Plume du Coq chez Weyrich. Donc c'est lui qui a lu la première version de mon roman, qui a dit « ça m'intéresse, mais il y a encore du travail ». Et il m'a dit, alors il y avait plusieurs exigences, il y avait celle d'intégrer de la Belgique dans mon récit qui se déroule en France, puisque Weyrich souhaite qu'il y ait dans ses publications un lien avec la Belgique. La deuxième, c'était de couper, parce qu'il m'a dit il y a du gras. Il appelait ça les descriptions, les dialogues. Moi qui suis un fan de cinéma, j'aimais beaucoup les dialogues, ces échanges de répliques entre deux personnages ou plusieurs. Et donc, là, il m'a dit, là, tu dois couper. Et j'avoue que je ne mesurais pas à quel point ça pouvait être violent. Parce que je coupe au quotidien dans mes textes. J'ai été par le passé ici chef d'édition du Soir pour la rédaction du Hainaut à Charleroi. J'ai coupé dans les textes d'autres, de collègues, de collaborateurs, que ce soit au bistouri ou à la machette quand les textes étaient beaucoup trop longs. Mais, donc, y compris dans mes propres textes. Et j'y voyais même une manière d'améliorer la qualité de l'article, de le densifier. Mais couper dans quelque chose d'aussi personnel que peut l'être un roman dans lequel on a tant investi, ça c'est extrêmement difficile.
pourquoi justement vous avez fait allusion au fait que Weyrich veut qu'il y ait un lien avec la Belgique? Justement, pourquoi avoir choisi de situer l'action de votre roman, on va quand même en dire 2 mots, en France? Alors donc le roman, donc c'est un journaliste qu'on retrouve chez lui, le crâne fracassé, dans un petit village du Loiret, et on envoie sur place un policier parisien pour mener l'enquête. Et donc jusque-là, ça ne justifie pas la France, mais je voulais notamment qu'il y ait une rivalité avec le gendarme. Alors, j'aurais pu dire la police locale, mais alors là, on supposait quand même que les rapports hiérarchiques faisaient qu'il y aurait eu une prééminence du policier, de la police judiciaire, de l'inspecteur de la police judiciaire, plutôt que du policier local. Je préférais cette rivalité avec un gendarme. Nous n'avions plus de gendarme, donc j'étais obligé d'expatrier mon sujet en France. Ensuite, il y avait cette crainte. Mon collègue Alain Lallemand, pour ne pas le citer, m'avait dit, puisqu'il m'a quand même donné pas mal de conseils, m'avait dit, tu sais, l'important n'est pas d'être dans la vérité, dans la description minutieuse du moindre détail, de l'exactitude. C'est surtout ça, de l'exactitude. Ce qui importe, c'est d'être cohérent. Et donc moi, je voulais choisir un lieu qui n'existe pas, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être après, mais je voulais choisir un lieu sans courir le risque qu'à un moment donné, un lecteur vienne me dire ce que vous avez écrit là, c'est de la connerie, hein, ça n'existe pas, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Et donc il y avait des choses sur lesquelles je ne devais pas trop m'appesantir, je ne devais pas trop creuser. Les procédures liées à l'enquête dans ce roman, on ne les explore pas vraiment. On a un inspecteur qui est sur place. Alors je vais utiliser une comparaison en toute modestie, parce que je ne me compare pas, je n'ai pas la prétention de me comparer à lui, mais quand vous prenez les romans de Simenon et de Maigret, du commissaire Maigret, les actes de procédure dans le récit sont relativement limités. Et donc, c'est ce que je voulais pour mon roman. Je ne voulais pas commencer à être hyper précis sur quels sont les rapports entre le juge d'instruction, le procureur de la République, puisque c'est en France, l'inspecteur, la gendarmerie, etc. Tout ce que je voulais, c'était être relativement cohérent dans les grades des uns et des autres, et dans faire en sorte que leur opposition n'apparaisse pas comme étant factice. Et donc, ça, c'était la raison principale pour laquelle je voulais situer mon histoire en France, bien que j'avais, pour la description du lieu, en tête un village de Belgique qui m'a inspiré, qui est celui d'Annevoie. Et je pourrais expliquer aussi en quoi, après, il a inspiré le titre. Et l'autre raison, c'est que, je vais être honnête avec vous, quand on écrit, même si on est belge, on rêve toujours de la France. On se dit que peut-être un jour, une maison d'édition frappera à notre porte, surtout quand on n'a encore sollicité personne. On se dit que peut-être une maison d'édition frappera à notre porte et qu'on a plus de chances d'être sélectionné si l'histoire se déroule en France. Ah oui. Parlez-nous d'Anvie et d'Annevoie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Anvie, mais si je sais, mais bon, peu importe. Alors, je connaissais Annevoie, et pour y avoir passé quelques séjours par le passé, quand j'étais entre la fin du secondaire et mes premières années à l'UNIF, donc au moment où j'imagine l'embryon de ce qui deviendra ce roman. Donc j'avais encore en tête la configuration des lieux de ce petit village assez joli qui dépend principalement du château, de ses jardins. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques magouilles, et je m'en tirais en disant que ça ne m'a pas un petit peu inspiré. En tout cas, magouille, ou en tout cas, il y a eu certains chipotages, on va dire. Ouais. Mais justement, il est beaucoup question de la démocratie locale, et c'est ce qui nous intéresse aussi dans le cadre du village de la démocratie. Il est beaucoup question de
de la démocratie locale dans ce petit village d'Envie. Est-ce que vous vous êtes inspiré, à part une voix, est-ce que vous êtes inspiré de faits réels que vous avez eu à connaître ou c'est totalement imaginaire? Je me suis inspiré en partie de ce que j'ai vécu ici avec la couverture des affaires à Charleroi. Je laisserai au lecteur le soin de le découvrir pour ne pas leur gâcher la surprise. Mais donc oui, je me suis en partie inspiré de ça, mais c'est parce que j'ai le sentiment que c'est presque un invariant de la nature humaine. C'est une constance. Je veux dire, à un moment donné, trop de pouvoir amène les hommes à ne plus se surveiller et à commettre des faux pas. Aussi bien intentionné soit-il au départ, et je ne dis pas que tout le monde s'assied sur sa morale, sur ses principes, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la tentation à un moment donné, du pas de côté existe. Et la politique est malheureusement un terrain glissant pour ça. Parce qu'à un moment donné, vous faites partie du commun des mortels et vous vous retrouvez à pouvoir décider pour vos semblables, à ce que des gens vous saluent, parce que comme si vous étiez le roi de France. Et donc, à un moment donné, si vous n'y prenez pas garde, ça vous coupe de certaines réalités. Après, il y a clairement des gens, et j'ai eu l'occasion de le voir dans mon parcours de journaliste, qui mélangent les genres parce qu'il n'y a pas de cloison. Ils n'ont pas ces repères, ces garde-fous qui leur évitent de basculer, si je puis dire. Mais le pouvoir est une drogue puissante. Et donc, justement, on va parler un peu de ce maire. Oui. Je ne sais pas si c'est un des personnages que vous considérez comme le plus important, pas important, intéressant dans votre roman. Mm-hmm. Je ne sais pas, quel est celui qui vous paraît le plus intéressant? À part Ballinger. Je suppose que c'est à lui que vous vous identifiez. Oui, en partie, bien entendu. En grande partie. Mais effectivement, le maire est un personnage que moi je trouve très intéressant parce que, encore une fois, il révèle toute l'ambivalence de la nature humaine. Et c'est ça que je voulais montrer dans ce livre. C'est ce que ce livre amène. Ce n'était pas ma motivation de départ, mais je tenais à ce que cette réalité-là se trouve. C'est que personne n'est totalement noir ou totalement blanc. Et si vous prenez le personnage du maire, et encore une fois, sans dévoiler les ficelles de l'intrigue, mais c'est à la fois un personnage abject avec les gens qu'il parvient à dominer, sur lesquels il exerce son pouvoir, et c'est un père attentionné. Oui, selon les témoins, il y en a qui le décrivent comme une crapule, et d'autres, c'est le bienfaiteur de tout le village. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a, et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut observer en politique, notamment dans la démocratie locale, c'est qu'il y a une convergence pendant un moment plus ou moins long entre une trajectoire personnelle et une destinée collective. Des gens empruntent une trajectoire personnelle et, dans le cadre de cette trajectoire personnelle, réalisent des choses pour la collectivité, des choses positives. Il arrive toujours un moment où ça se dissocie et où ils font le choix de privilégier leur trajectoire personnelle par ambition, par calcul, par tout ce qu'on veut, et de poser des choix qui, à un moment donné, se font au détriment de la collectivité et de l'intérêt commun. Mais il y a toujours, il y a souvent en tout cas cette phase de convergence. Et donc c'est aussi l'ambivalence de la nature politique. Moi, je ne crois pas au discours des gens qui disent « Oui, mais ces gens-là font de la politique pour se servir ». Non, c'est pas vrai. Si vous voulez vous servir, si vous voulez gagner de l'argent ou faire autre chose, vous ne devez pas faire de la politique. Vous êtes joueur de foot. Parce qu'à moins de décrocher les postes les plus hauts, ce qui n'est jamais garanti,
parce que vous dépendez des élections, vous dépendez, quand vous n'êtes pas au sommet, du choix de ceux qui sont encore au-dessus de vous. Donc il n'y a aucune garantie, mais si vous ramenez ce que la plupart des gens qui choisissent d'assumer un mandat public touchent par rapport au temps qu'ils consacrent à la politique, au fait de devoir aller dans telle ou telle soirée. Si je prends mon cas personnel, hier j'étais à la remise des mérites sportifs de la ville de Châtelet, parce que le club avec lequel je fais de la course à pied obtenait une récompense. Et il y avait là un nombre important de mandataires qui se présentent aux élections. Alors on dira oui, ils sont juste là par intérêt parce qu'ils sont en campagne. Mais en attendant, ils ont passé là à Châtelet 3, 4 heures facilement. Et aujourd'hui ailleurs. Aujourd'hui, ils sont ailleurs. Demain, ils seront encore autre part. Pour obtenir quoi? Un mandat de conseiller provincial, de conseiller communal, d'échevin, éventuellement de député provincial, même si le nombre est plus réduit. Mais ce n'est pas la rétribution, le salaire qu'ils vont aller chercher dans cette activité, le jeton de présence mensuel qu'ils obtiendront, ou les éventuels mandats dérivés dans tel intercommunal, tel ASBL, ce n'est pas ça qui va réellement rétribuer le temps qu'ils ont passé et qu'ils passeront encore durant la durée de leur mandat. Plus donc, les menaces sur Facebook maintenant, oui, les insultes. L'espèce de rejet de la politique qu'on peut voir un peu partout, les coups féroces de leurs adversaires et de ceux de leur propre famille politique, qui sont prêts parfois à les pousser sur le bas-côté pour prendre leur place. Donc, j'ai un peu perdu le fil, je ne sais pas, je sais plus pourquoi. On parlait du fait qu'on n'entrait pas en politique pour donc, gagner de l'argent. Je ne pense pas qu'on entre en politique par l'appât du gain, mais à un moment donné, le succès est grisant, en politique comme dans n'importe quelle autre activité. Donc le succès est grisant, le pouvoir est une drogue, et il faut vraiment des précautions, des garde-fous intérieurs, si je puis dire, pour se préserver de tout ça. Parce que ce sont en définitive des hommes et des femmes comme vous et moi. Il y a une phrase qui résume, et sans vouloir spoiler: grand joie, il vous vient en aide quand vous êtes au sol, et puis avant même de vous voir relever, il vous enchaîne. C'est quand même très particulier, votre personnage. On ne voit pas ça tous les jours dans le monde politique. Non, mais ce qu'on voit dans la politique, c'est quelque chose de différent, mais qui est semblable. Là, avec grand joie, je grossis un trait, une caractéristique de la politique. C'est qu'il y a dans la politique une dimension réticulaire. Les hommes politiques fonctionnent en réseau. Il y a en dessous d'eux une arborescence de gens dont... Alors, dans les mauvais exemples, c'est dont la qualité première est. Dans les bons exemples, c'est dont une des qualités est la fiabilité. Un homme politique ne va pas prendre dans son entourage proche quelqu'un uniquement parce qu'il est intelligent, parce qu'il est doué, parce qu'il a des qualités particulières qui font qu'il a besoin de lui. L'homme politique, qui n'a pas des yeux derrière le dos, a besoin d'avoir derrière lui, et c'est normal, des gens en qui il a confiance, des gens qui sont fiables, à qui, quand il va donner, et ça c'est le pouvoir qui veut ça, quand il va donner une injonction, quand il va demander d'effectuer une tâche, vont accepter. Alors la pire des choses, c'est quand ces gens finissent par accepter sans discuter, parce que là, on a un homme politique qui finit enfermé dans une tour d'ivoire, et qui n'est plus confronté éventuellement au réel, aux objections. Il est sain qu'un homme politique ait dans son entourage des gens qui le contredisent. Si on prend Trump ou Poutine, c'est pas exactement le cas, mais enfin, on passe à une autre dimension. On arrive au stade où le pouvoir et la psychiatrie se rejoignent, donc là c'est différent. Oui. Mais sans doute que ces gens-là aussi sont devenus comme ça, parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus subi la contradiction.
Et que, alors il y a, à ce moment-là, on est vraiment dans la psychiatrie, parce que tout qui les contredit est vu comme un adversaire, comme un ennemi, qui doit être éliminé, si je puis dire, en tout cas écarté. Avec Poutine, c'est éliminé, purement simplement. Avec Trump, c'est écarté. Oui, c'est écarté, mais enfin... Bon. Mais c'est détruit oui. Professionnellement. Tout à fait. Et donc, Grandjoie, il était un peu dans cette situation-là. Oui, il a ce travers-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme quelqu'un qui a pris trop de cette drogue du pouvoir, il est grisé, il se croit surpuissant, mais surtout invulnérable, et il refuse que des gens puissent l'atteindre et puissent le contredire. Mais ça l'amène, sans vouloir c'est compliqué, on doit parler d'un roman qui est un roman policier, dévoiler, mais sans trop en dire, tout en disant suffisamment. Oui, à un moment donné, le problème c'est que ce genre d'état fait que vous ne percevez plus la nature véritable du danger. Vous êtes tellement persuadé d'être presque un surhomme, invulnérable, invincible, que la moindre menace, vous avez l'impression que c'est une mouche qui va venir se poser sur votre bras et que vous allez écarter comme ça d'une chiquenaude. On va quand même dire que Grandjoie, c'est le maire et c'est un suspect, disons. Oui. Voilà. Mais, comme souvent, quand un crime est commis dans un village, tous les villageois sont un peu suspects. Oui, moi, il y a C'est un peu comme le jeu du loup-garou, si vous connaissez. Alors, il y a deux figures de journalistes et deux journalismes qui s'opposent dans le roman. Et je vais lire un petit extrait, deux petits extraits. Donc, le journaliste qui a été tué, il appartient plutôt au journalisme d'investigation. Et puis, il y a un autre journaliste que l'inspecteur interroge et qui, lui, travaille dans un journal régional, La Dépêche. Il dit le titre proposait également une couverture de l'actualité nationale via des échanges d'articles avec d'autres titres régionaux appartenant au même groupe de presse. Ces synergies sont devenues nécessaires si nous voulons survivre. Le lectorat des quotidiens s'érode bien plus vite que les falaises sur la Manche, dit le journaliste. Et un peu plus loin, il dit « La réalité de la presse régionale, c'est que ceux sur qui nous écrivons sont également ceux qui nous alimentent en information. Nous sommes en commerce, si je puis dire. » Alors, le policier lui demande « Vos lecteurs n'attendent-ils pas de vous que vous vous montriez critique envers les décideurs ?» Et il répond « Nous sommes critiques quand ça se justifie, mais nos lecteurs attendent de l'information tous les jours. Ce sont eux qui votent en faveur de ces personnalités. » Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la presse régionale à ce moment-là? Ils votent, donc on doit les ménager ou... Mais c'est-à-dire que l'exercice du journalisme, et plus encore en presse régionale, puisque moi j'ai débuté dans la presse régionale et j'y ai fait une partie de ma carrière, c'est que, mais ce que je vais dire là vaut également pour la presse nationale. Vous êtes amené à côtoyer des gens presque, peut-être pas au jour le jour, mais régulièrement. Et ces gens sont ceux à qui vous allez aller dire « Ah voilà, j'ai besoin de telle information sur tel projet. » Et à certains moments, est-ce que tu n'as pas une bonne information en exclusivité? On travaille avec eux, on ne se lève pas le matin en ayant les informations qu'on va raconter dans notre journal présentes sur notre bureau, en n'ayant plus qu'à les raconter. Donc on est en contact avec eux. Et donc, l'exercice du journalisme dans ces conditions-là, c'est un exercice d'équilibre, presque d'équilibriste. Vous ne pouvez pas être trop proche, parce que vous devez rester critique. Parce que c'est le rôle de contre-pouvoir de la presse. Nous sommes là. J'ai toujours eu la conception de mon métier comme étant celle. Nous sommes quelque part les gardiens d'une partie de la démocratie et de la qualité du débat qui est nécessaire à la démocratie. Ça veut dire que si vous n'êtes pas critique envers les gens qui exercent le pouvoir et que vous leur servez la soupe
ou pour reprendre une autre expression, que vous les précédez pour semer sur leur chemin des pétales de rose, à ce moment-là, vous n'êtes plus utile à la démocratie. Vous préparez un pouvoir qui, comme je l'ai expliqué, ne se remet plus en question parce que vous flattez ces gens-là et on en arrive alors, même pour le journaliste, à cette morale de La Fontaine, c'est que le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc vous ne pouvez pas flatter constamment ces gens-là. À l'inverse, vous ne pouvez pas leur taper dessus en permanence. Vous devez essayer de faire les choses de manière la plus objective possible. Alors, je continue mon raisonnement. Pour moi, l'objectivité n'existe pas. Donc, quand je dis les choses faire les choses de la manière la plus objective possible, je veux dire par là que vous devez faire preuve de ce que moi j'appelle une subjectivité honnête. C'est-à-dire que je suis ce que je suis parce que j'ai eu le parcours qui est le mien, que j'ai eu l'éducation qui est la mienne, et donc je suis sans doute plus sensible à certaines problématiques, à certaines situations, à certaines valeurs. Mais quand j'exerce mon métier et quand je sélectionne les faits que je dois rapporter à mes lecteurs, je dois le faire avec l'objectif de leur permettre de comprendre au mieux la problématique que je leur expose, et non pas d'essayer de leur asséner mon propre point de vue. Donc voilà, le journalisme doit trouver cet équilibre entre un bon contact avec les gens sur lesquels il écrit, mais un regard critique sur ce qu'est leur action. Mais c'est pas évident, parce que je veux dire, vous montrez parfois critique envers des gens qui ont leur amour-propre, leur ego, et vous pouvez créer chez eux une blessure narcissique qui fait que ou contrevenir à leurs intérêts, et avec comme résultat que ces gens après choisissent de ne plus vous donner d'informations. Moi, ça m'est arrivé pour avoir refusé à certains moments de garder sous le coude l'une ou l'autre information, parce que j'estimais qu'il était de mon devoir de d'écrire ça et de ne pas taire quelque chose dans l'intérêt de quelques-uns. Et donc ça, des hommes politiques m'en ont tenu rigueur, et j'assume. J'ai fait le choix en âme et conscience. Et le poids des lecteurs je pense en particulier dans la presse régionale, et je pense évidemment au journal Sud Presse, globalement, la Nouvelle Gazette. Je suis parfois un peu étonnée des priorités qui apparaissent, notamment en une. Je ne vais pas reprendre ce que Nicolas de Decker écrivait hier, c'est pas dans ce domaine-là, hier ou avant-hier, mais vraiment où parfois on se dit, mais enfin, est-ce que c'est ça qui est prioritaire? Est-ce que c'est parce que c'est le lecteur qui est en attente de ce type d'informations très people ou bien faits divers, sanglants, etc. Ou est-ce c'est une demande du lecteur, ou bien c'est une offre qui fait que le lecteur sera demandeur de ce type d'information? Le problème dans la presse, c'est que vous présupposez toujours en partie ce qui intéresse le lecteur. Alors aujourd'hui, on a des sites internet avec le nombre de clics, on sait même mesurer le temps de lecture, le temps que chaque lecteur passe sur une page précise, donc sur un article précis. On a des outils très pointus pour cela, donc qui nous permettent de jauger ce que le lecteur semble apprécier. On oublie parfois que le choix de mettre en une telle information, de lui donner plus de visibilité, même sur un site internet, augmente le nombre de clics que cette information va pouvoir recevoir. Je reste persuadé qu'on est quand même dans un jeu où l'offre conditionne la demande. Et donc c'est ce que va proposer le média qui va conditionner la consommation d'informations des lecteurs. D'où la responsabilité des médias d'éduquer correctement le lecteur, ce qu'ils ne font pas toujours. Et là, je ne crois pas que je vous surprendrai en disant que ce qu'on appelle la marchandisation de l'information, elle est en route depuis longtemps. Je me rappelle de manière un peu idéaliste, quand j'ai commencé dans ce métier, par rapport à cette marchandisation, on disait no pasaran, où on a vu que toutes les crises par lesquelles la presse quotidienne et les médias en général
sont passées, elles ont fragilisé la résistance des rédactions par rapport à cette marchandisation. Et puis l'émergence d'Internet, des sites d'information et de tout cet outillage pour quantifier l'intérêt des lecteurs pour tel sujet ou tel autre, ça a fait que mais la marchandisation a encore avancé un peu plus parce qu'on donne au lecteur des informations parce qu'on présuppose que ça va l'intéresser, donc il va les acheter. Après, il y a à côté de cela des dérives sensationnalistes. Il y a à côté de cela le fait qu'il y a de moins en moins de personnel dans les rédactions. Et donc, certaines informations qui peuvent sembler anecdotiques vont être davantage traitées parce qu'elles sont plus faciles à traiter. Je vais dire les choses de manière un peu crue, mais il est plus facile de traiter une polémique sur la domiciliation réelle ou fictive d'une candidate dans une ville du Hainaut que de mener une enquête alors sur l'ensemble peut-être de ces domiciliations plus ou moins supposées fictives ou et dans différentes sphères ou, aussi d'avoir une enquête sur cette pipolisation de la politique ou plus loin, d'avoir une enquête sur du journalisme social ou autre, économique. Voilà, ça demande du temps. Enquêter, ça demande du temps. Je vais donner un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le fact-checking, le fait de vérifier les déclarations d'une personne. Vous avez aujourd'hui des hommes politiques qui se croient autorisés à tordre le cou à la vérité, à dire des choses qui sont fausses. Et avec des études à l'appui qui démontrent que ça n'est pas vrai. Sans citer personne, je vais donner un exemple. On a écrit, par exemple, que les syndicats gagnaient de l'argent en traitant les dossiers de chômage. C'est faux. Ça leur permet d'affilier des gens qui, s'ils retrouvent du travail, un jour resteront affiliés et payeront des cotisations. Mais sur le traitement administratif du dossier de chômage, ce n'est pas avec ce qu'ils obtiennent qu'ils gagnent de l'argent. Et si j'ai bonne mémoire, ça coûte davantage encore si c'est traité par un autre organisme. Et donc, j'ai pourtant entendu des gens, des hommes politiques, dire le contraire. Et après qu'on ait écrit que ça n'était pas vrai, continuer à prétendre le contraire. C'est comme les animaux qu'on mange à Springfield. Pardon ? C'est comme les chiens et chats mangés à Springfield. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment à une époque où des gens qui, dans ces cas-là, à mon sens, font preuve d'irresponsabilité parce que, je le répète, la qualité du débat public est essentielle à la santé de la démocratie. On a des gens qui se croient autorisés à tordre le cou à la vérité. Et il faut savoir que dire un mensonge, ça prend 30 secondes. Rétablir la vérité, ça prend des jours. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Exactement. Parce que revérifier, recontrôler, aller chercher les sources qui vont vous permettre de vérifier qu'effectivement, ça n'est pas ça, mais ça. Que la vérité est tout autre, qu'elle est plus nuancée, qu'elle est et que la personne a tordu les faits pour les faire rentrer dans la vision qu'il voulait présenter du réel, eh bien, ça prend énormément de temps. Et donc, je reviens à mon journalisme. Il y a, à certains moments, des choix de facilité. On fait davantage de couverture de quelque chose d'anodin, d'anecdotique, parce que, ça prendra moins de temps que de réaliser de l'enquête. C'est un roman du deuil aussi. On va un peu laisser le journalisme de côté. Vous pouvez en parler un peu. Vous avez déjà évoqué la question avec la disparition de votre fils. Ici, c'est pas le fils, c'est l'épouse. Mais le personnage est très très marqué par ce deuil, par le fait qu'il revient là dans cet endroit où ils ont été heureux. Est-ce que ça a été
simple d'articuler ces deux thématiques dans ce roman, dans un roman qui plus est un roman policier. C'est ça qui explique en partie le temps qu'a pris ce roman, c'est parce que quand je le termine, à la fin du mois d'août 2020, j'ai une brique plus épaisse que celle qui est là, et pourtant 400 pages, c'est déjà 400 pas mal. pages. Et donc je vais donner à relire à certaines personnes. Je pense que maintenant, on dispose de la version avec les remerciements, parce que la première version imprimée, on les avait oubliés au montage, si je puis dire. Hein. Et mais normalement, il y a les remerciements. Mais donc, j'ai un certain nombre de personnes. Pas dans le mien. Non, alors c'est encore la première édition. En fait. Bref, des personnes vont relire ce livre, vont faire un petit bout de chemin avec moi, dont Francis Groff, qui sera mon second relecteur. Et puis, je vais participer au prix du Polar de la Foire du Livre. Le jury va remettre des remarques. Donc, chaque fois, c'est un retravail du texte et ainsi de suite. Alors, je ne change pas le fond, mais je retravaille la forme. Et puis, vient le moment où j'ai la chance de faire la rencontre de Christian Liebens, après lui avoir téléphoné, où il lit mon roman et où il me dit « il y a du gras ». Et ce gras, c'est évidemment toutes ces émotions que j'ai voulu raconter, transcrire. Alors, je vais vous rassurer, je ne suis pas dans le même état que mon inspecteur, qui lui, je me suis un peu intéressé à la question, aux étapes psychologiques du deuil. Lui, il est bloqué dans une étape bien précise du deuil. Moi, dans le malheur qui a frappé ma famille, pense d'être ensemble, d'être soudés, d'être unis et d'avancer ensemble avec beaucoup de respect les uns pour les autres, beaucoup de respect pour la manière dont chacun vivait ses émotions. Mais donc, par moments, je passais par ces émotions que ressent mon personnage. Et d'une certaine façon, quand je les avais un peu verbalisées, intellectualisées, je les mettais sur papier, en me disant, voilà, ça je peux donner à comprendre aux autres, avec la pudeur que permet la fiction, le voile de la fiction derrière lequel je me cache. Mais c'était des moments, des séquences, mais pas un état permanent. Donc, ça c'était. Mais alors, donc, quand vous écrivez, c'est ça la difficulté de l'activité littéraire, c'est que vous écrivez pour vous au départ. C'est vous mettez ce que vous avez en vous, vous le couchez sur papier. C'est une démarche très, très égoïste ou individualiste, comme on veut, mais vous ne pensez pas tout de suite au lecteur. Vous pensez au lecteur par l'intrigue que vous imaginez. En vous disant, là, je vais lui donner ça, là, je vais l'induire en erreur, etc., pour l'emmener finalement à travers ce labyrinthe jusqu'à la sortie qui est le dénouement de l'intrigue. Et donc, le travail de la dernière année avant qu'on ne commence le processus de production, de relecture, de choix de la couverture, etc., tout ce travail de réécriture qui a pris 1 an, parce qu'au début, je le dis toujours en rigolant, mais quand Christian m'a dit « tu dois couper », moi je suis arrivé avec ma paire de ciseaux qu'on utilise pour couper les ongles des enfants, vous voyez. C'était tout petit, je coupais un petit peu ici, un petit peu là. Et c'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés à mon retour de vacances en 2022, je pense, que je me disais, cette fois-ci c'est bon, il va être content. Christian va être content, il va me dire qu'on peut y aller. Et parce que j'avais en tête un calendrier, je me doutais bien, même si c'était mon premier livre, qu'il faudrait quand même 6 mois avant que le livre n'arrive sur le marché, qu'il soit publié. Et donc j'avais fait le calcul, on était fin août, début septembre, et si tout allait bien, mon roman sortirait au printemps de l'année suivante. Alors pour que vous le sachiez, mon fils,
Hugo est décédé au mois de mars. Et donc j'avais fait le calcul, on allait arriver au 5e anniversaire de sa disparition, et donc le livre allait sortir à ce moment-là. Pour moi, ça avait une portée symbolique, c'était important. Et je revois Christian, comme toujours, on se donnait rendez-vous au musée de la photo, et il me dit, écoute, c'est bien, mais c'est pas encore assez, il faut que tu coupes encore, il y a encore du gras. Et là, c'est le coup de massue. Et donc, je repars de là, et voilà, ça a quand même été la douche froide. Et donc, je suis un peu découragé, et puis je me dis, mon ami, tu veux que je coupe? Et cette fois-ci, je vais couper. Et là j'ai sorti la machette. Et il fallait, sans Christian, je n'aurais pas su me faire violence et aller retirer ce trop-plein d'émotions qui, en définitive, allait nuire au récit policier. Et donc, c'est ça la difficulté d'un exercice comme celui-là, c'est qu'on est à cheval sur le roman policier et sur un roman plus personnel, où on vit quelque chose qu'on a ressenti. Et l'un ne peut pas prendre le pas sur l'autre, parce que le roman policier, il a ses règles. Et vous ne pouvez pas vous asseoir dessus en disant oh, « moi j'arrive, je vais tout révolutionner ». Ceux qui ont écrit les règles du roman policier, ceux qui ont écrit avant moi n'ont rien compris, je vais leur montrer, ça ce serait prétentieux. Non, il y a des règles qui font qu'un roman plaît au public ou ne plaît pas. Et si vous ne respectez pas ces règles, si le récit est trop lent par exemple, si vous passez trop de temps à vous appesantir sur les émotions du personnage, ben, ça ralentit le récit et ça peut faire aussi que le lecteur ne s'identifie plus au personnage. Or, dans la lecture, il y a un besoin aussi de se retrouver. Si la lecture nous offre comme ça 1000 voyages et 1000 vies, c'est aussi parce qu'on peut rentrer un peu dans la peau d'un des personnages. Si possible du héros, mais parfois d'un autre. Et donc, le travail de réécriture que m'a imposé Christian, c'est cette nécessité de retrouver le point d'équilibre entre le roman policier et le roman plus personnel, le récit plus personnel. Et donc, vous avez dit que vous étiez en train d'en écrire un deuxième. C'est la difficulté d'en parler parce que je peux vous donner l'intrigue, ou je peux vous donner mes motivations. C'est encore un policier ? C'est encore un policier. Je ne vais rien dire sur les personnages de ce roman, pour ne rien dire sur celui-ci. Oui. Mais donc dans celui-ci, on a un crime et un policier qui enquête. Dans le deuxième, on commence par une série de crimes, pour une raison bien précise que vous découvrirez si vous lisez celui-ci. Ça, c'est une bonne publicité. Comment ça ? Il faut lire celui-ci pour comprendre l'autre ? Non. Non, il ne faut pas lire celui-ci pour comprendre l'autre. C'est pas une série, c'est toujours le même. Il y a un lien, et ce lien, vous comprendrez à la fin de celui-ci pourquoi, pour le deuxième, j'ai besoin de plusieurs crimes. D'accord. Personnage récurrent ? Ah, mais c'est ça que je ne peux pas dévoiler. D'accord, ok. Donc, voilà, vous faites bien, très bon marketing. Alors, juste pour finir, une petite citation. Alors, je voudrais savoir si vous la faites vôtre. Les hypothèses sont des cocktails nés d'un équilibre entre les éléments tangibles, les supputations et un zeste d'intuition. Mais quand les faits viennent vous donner raison, le plaisir ressenti libère la dopamine autant que le sucre aux papilles. Vous mettriez ça comme petite définition de votre plaisir à écrire et à nous surprendre ? Oui et non. Parce que dans l'écriture, le plaisir, c'est qu'à un moment donné, vous trouvez les mots qui correspondent le mieux à quelque chose que vous voulez exprimer. J'ai la chance de pouvoir donner cours à des étudiants de haute école en écriture journalistique. Une des choses que je leur dis, c'est que l'écriture, en fait, c'est presque un travail d'ébénisterie. Vous devez travailler chaque phrase, chaque mot, de manière à ce que la pièce de bois rentre vraiment dans l'espace qui doit l'accueillir. Si vous choisissez des mots
généraux, ce que j'appelle des verbes faibles, par exemple comme faire, avoir, être, etc. Des verbes passe-partout. Mais oui, ça passe, mais vous devez taper au marteau pour que ça rentre et ça abîme le reste. Et quand on regarde l'ensemble, on voit bien qu'on a forcé pour faire rentrer. Et donc le plaisir de l'écriture, c'est celui à un moment donné d'aller trouver la formulation, la métaphore, l'expression, qui, vous vous dites, ah oui, c'est vraiment ça. C'est ça que j'ai ressenti et c'est ça que je suis parvenu à exprimer pour le donner à comprendre aux autres. Ça, c'est vraiment le plaisir de l'écriture. Autrement dit, on part d'une émotion individuelle et on arrive à un plaisir partagé. C'est bien dit. On va laisser un peu la parole au public. J'espère qu'il y a des questions qui vont surgir. J'ai apprécié quand vous avez évoqué à l'une ou l'autre reprise la démocratie. Peut-être parce que en entrant, nous avions abordé ce thème et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être encore plus dans cette maison est importante. Est-ce que au travers de votre métier et peut-être aussi de la réflexion sur ce que vous avez situé en France, est-ce que vous avez particulièrement des inquiétudes pour l'instant? Oui. Oui, parce que... alors, il faut toujours se garder de comparer les époques, parce que elles ne sont pas les mêmes, et que, en principe, si les hommes tirent enseignement de l'histoire, ils doivent éviter qu'elle se répète. Mais néanmoins, il y a des choses qui m'inquiètent. On a, avec l'émergence des réseaux sociaux aujourd'hui, un canal de diffusion qui favorise la conflictualité, les simplismes, qui bypass, pour utiliser un terme de bon français, les journalistes qui sont en principe là pour recouper l'information, et donc qui autorise des gens à dire des choses dans des messages courts. Donc vous savez, comme moi, que la pensée est complexe et que pour s'exprimer, elle a besoin d'espace et de beaucoup de mots. Or, les messages courts ne permettent pas ça. Un des rares, j'en vois deux qui parviennent à maîtriser un outil comme X, Twitter, avec un certain talent. C'était malheureusement Bernard Pivot, qui n'est plus là, mais qui parvenait à dire des choses très intelligentes en 250 mots. Et il y a encore, me semble-t-il, quelqu'un comme Edgar Morin qui réussit dans cet exercice, malgré le fait qu'il est plus que centenaire. On a aujourd'hui donc un contexte médiatique qui permet à des tribuns de s'adresser directement à la foule sans avoir besoin des médias. Et donc sans que leurs paroles puissent être véritablement recoupées, vérifiées. Et ça me paraît dangereux, d'autant que les algorithmes qui président à ces réseaux sociaux favorisent, parce qu'ils ils tiennent compte des interactions, favorisent les positions conflictuelles. Si on est tous reliés par Twitter, par exemple, c'est X, mais bon, je garde l'ancienne appellation, et si on est tous connectés ici par Twitter et que j'écris sur Twitter quelle bande de cons dans cette salle, vous allez tous réagir, me dire, mais enfin, ou m'insulter à votre tour, ou me dire, mais qu'est-ce qui vous permet de nous traiter de la sorte, ou qu'est-ce qui vous fait dire que nous sommes cons, ou vous en êtes un autre, ou quelque chose comme ça. Mais vous allez tous réagir. Et donc, on va augmenter les interactions entre nous. Et ça va générer, ça va faire travailler ces algorithmes qui vont donner de la visibilité à mon propos. Et donc, ça, c'est dangereux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'insulte, c'est la position clivante, c'est la position caricaturale qui prend le pas sur l'argumentation et sur le véritable échange. Et qui est plébiscité. Si on regarde les personnalités les plus populaires en Wallonie, d'après les sondages d'hier... Oui, mais les sondages mesurent l'exposition médiatique. Oui. Voilà.
quand on vous demande une enquête de popularité, la plupart du temps, vous pensez aux gens que vous avez vu le plus dans les médias. Donc, moi, je me méfie toujours. Alors, je ne dis pas que les gens qui sont en tête du sondage ne sont pas des gens qui sont populaires, et donc connus ou appréciés au sein de la population. On voit quand même que ce qu'on prenne de Wever quand il a participé à The Slimst Men, ou bien Conner Rousseau à l'autre, je ne sais plus, où il était déguisé en poule ou en lapin, je ne sais plus, ça a quand même eu un impact sur... Ça leur a donné une visibilité, une exposition Oui. médiatique. Les projecteurs se sont braqués sur eux. Oui, mais ça a eu aussi un effet plus à long terme que juste le moment de... Si je prends un autre exemple, Sophie Wilmès, ministre du Budget, est relativement peu connue de la population. Elle pose pourtant, en tant que ministre du budget à ce moment-là, des choix qui vont être déterminants dans la crise sanitaire qu'on va connaître ensuite. Il y a eu des économies pratiquées dans les soins de santé à cette époque. Alors c'était un choix de gouvernement, mais c'est un choix qu'elle assumait en tant que ministre du Budget. Mais bref, elle assume le poste de Premier ministre, elle a là une exposition médiatique plus grande, et elle ressort de cette épreuve avec une notoriété. Elle est encore aujourd'hui la personnalité la plus... Qui est encore accentuée, malheureusement pour elle, par le drame personnel qu'elle a vécu, parce que voilà, ça a suscité de l'empathie auprès de la population, et donc ça... Voilà, elle n'a pas demandé cela, mais ça a renforcé sa popularité. Je pense qu'elle aurait préféré s'en passer. Enfin, je suis sûr qu'elle aurait préféré s'en passer, mais voilà, ce drame a touché aussi les gens, et donc ça a renforcé sa popularité. Mais ce sont deux exemples qui montrent que l'exposition médiatique est quand même déterminante dans la popularité d'une personnalité politique et dans le fait qu'elle soit en haut d'un sondage ou en bas. Si vous traitez le public de con, certains vont dire et vous êtes un archi-con. Ça, effectivement, c'est mauvais. Mais si on vous dit, mais pourquoi dites-vous que nous sommes cons ? C'était de ça qu'on parlait. La capacité actuelle à savoir discuter calmement, entendre ce que l'autre dit, sans tout de suite le traiter de con ou de menteur. Et c'est ça qui m'inquiète un peu dans la politique actuelle, c'est cette violence que l'on retrouve dans toutes ces personnes qui se baladent en rue, qui poignardent les gens. Mais je trouve qu'en principe, le monde politique devrait avoir une capacité de maîtrise du verbe et de la pensée que il me semble aujourd'hui ne plus rencontrer chez des personnes que, d'autre part, je sais intelligentes. Mais c'est bien que vous fassiez cette remarque, parce que ça me ramène au raisonnement que je n'avais pas terminé. Donc je disais que j'étais inquiet pour la démocratie, parce que donc il y a l'émergence de ces nouveaux médias où les positions parfois caricaturales sont privilégiées par rapport aux autres, mais ces nouveaux médias sont aussi ce que j'appelle moi des médias de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez une position, des gens critiquent cette position, et ça devient un peu comme la guerre de tranchées, où le but, ce n'est plus de convaincre l'autre, c'est de bétonner sa position. Et alors là, vous n'avez plus d'échange. Il m'est arrivé d'avoir des échanges avec d'autres personnes sur Facebook, c'est principalement sur Facebook. Et en fait, parfois j'arrête le débat. Je dis, on va en rester là. Pas parce c'est respectueux, hein. Je veux dire, je n'insulte pas l'autre ne m'insulte pas. Mais je constate simplement qu'à un moment donné, on ne s'entend plus. Ce n'est plus un dialogue. C'est l'enchaînement, c'est un combat de boxe, c'est-à-dire que j'ai raison parce que. Et non, c'est faux parce que. Et la personne en face, quand elle lit votre réponse, et sans doute que c'est le même pour moi. Je veux dire, je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais nous finissons par nous dire comment je vais continuer à lui démontrer que j'ai raison, et plus dans ce qu'il dit, il y a peut-être quelque chose qui devrait m'amener à revoir mon point de vue.
Et donc c'est ça, notamment, que je trouve dangereux dans l'émergence de ces nouveaux médias, outre le fait qu'on peut y affirmer n'importe quoi, outre le fait que, pour utiliser l'image qu'avait utilisé quelqu'un d'autre, je crois que c'était un écrivain, mais je ne sais plus qui c'était, j'ai perdu la référence, qui disait qu'en gros, les réseaux sociaux ont donné un mégaphone à des gens qui autrefois professaient leurs bêtises au café du village et qui maintenant peuvent le crier sur la place publique à des milliers d'autres personnes. C'est Umberto Eco ? Ça doit être Umberto Eco, je pense. Donc, c'est ça qui fait que, notamment, que c'est dangereux, parce que la conséquence d'un débat public qui s'est comme ça polarisé, c'est que ça a amené une polarisation également du champ politique. Quand je vois peut-être pas les positions, on doit reconnaître par exemple que sur certaines questions, le mouvement réformateur s'est radicalisé dans ses positions. Et qu'aujourd'hui, on est loin de ce qui était sans doute autrefois le libéralisme social. On a des positions qui sont plus dures. Voilà, ce n'est pas à moi de dire si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est leur positionnement. Mais on a vu que ça s'est passé aussi en France, où les positions du Rassemblement national ont pollué les décisions que pouvaient prendre les partis dits démocratiques, ou en tout cas ceux qui ne se rattachaient pas à une idéologie comme le nationalisme. Si on prend la nomination de Barnier en France comme Premier ministre, c'est un calcul d'Emmanuel Macron pour éviter de devoir essuyer la défiance du Front National. Du Rassemblement national, pardon. Et donc, on voit que ça pollue. Donc chez nous, il y a en tout cas, je n'accuse pas le MR d'être d'extrême droite, je dis qu'à certains moments, certains observateurs ont estimé que certaines positions étaient borderline. Et en tout cas, il y a une radicalisation du MR et dans son mode d'expression, et à la fois dans ses positions et dans la manière dont elles sont exprimées par ses représentants. Il y a le risque que cette polarisation-là, qui amènera des choix politiques, génère une polarisation tout aussi forte à l'extrême gauche, et qu'on se retrouve comme en France, où en définitive il reste finalement d'un côté le RN, de l'autre la France insoumise, et puis au milieu un magma démocratique, si je puis dire, qui se positionne un peu au gré des élections, du mode de scrutin et des choses comme ça. En démocratie, dit-on, le peuple a toujours raison. Mais je suis extrêmement attaché à ce qu'on appelle l'éducation populaire, l'éducation permanente. Donc, le peuple, pour utiliser ce terme, en tout cas la population, l'électeur, le corps électoral, ne naît pas avec la sagesse. Il est composé de gens qui apprennent au jour le jour. Et si vous nourrissez ces gens, si vous les biberonnez avec l'idée que l'étranger va prendre leur boulot, que tous ceux qui sont au chômage sont nécessairement des fainéants, qu'un actionnaire est forcément une crapule qui ne pense qu'à s'enrichir, que le travail n'est qu'asservissement et qu'il n'est pas accomplissement de soi. Bref, si vous nourrissez ces personnes de points de vue tranchés mais caricaturaux, qui finalement sont des insultes à la complexité du réel et du vivre ensemble, vous arrivez à des choix politiques dans l'isoloir qui sont le reflet aussi de cette nourriture. D'une certaine façon, c'est ce qu'on donne à manger en termes d'information à l'électeur, aux citoyens. Je préfère le terme de citoyen parce que la démocratie n'est pas qu'une élection. La démocratie, elle se vit au jour le jour et la citoyenneté, c'est ça. Mais donc ce que vous donnez à manger en termes d'information aux citoyens conditionne la manière dont il va choisir à un moment donné de voter. Moi, j'ai une question qui est à la fois un peu politique, mais aussi pour revenir à la question du roman policier. On parlait tout à l'heure de Camilleri et du commissaire Montalbano, qui est ces grands romans policiers en Sicile. Et
en lisant les livres, pas la série, ça ne reflète pas tellement, il y a un véritable point de vue politique, il y a une critique de la société, il y a une critique des politiques. Et je me dis, quelles sont vos références en la matière, par exemple, et est-ce que, je sais pas si ça fonctionne encore, est-ce que dans la manière d'écrire, le métier du quotidien, c'est-à-dire le métier de journaliste, dans un rapport critique permet, quand on est écrivain, de sortir un peu de cette neutralité du journaliste pour affirmer des points de vue sous la couverture de la fiction. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Alors oui, la fiction permet une certaine liberté que... là où le métier de journaliste impose un devoir de réserve, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là. Quand j'écris pour mon journal, je ne cherche pas à convaincre, à diffuser mes propres idées, même s'il m'arrive de signer des textes un peu plus subjectifs, comme un éditorial par exemple, mais je le fais toujours en le faisant, enfin je le fais relire par des gens au-dessus de moi, parce que quand j'écris un édito, c'est Le Soir qui prend position et pas Pascal Laurent. Mais comme Pascal Laurent travaille pour Le Soir et que dans les matières qu'il couvre, il a acquis une certaine expérience, un certain nombre de connaissances, et en lisant des études et en allant sur le terrain voir comment se passent les choses et comment vivent les gens, je suis autorisé par mon journal à prendre une position, mais qui ne peut pas être contraire aux valeurs que porte le journal et auxquelles j'adhère. Donc la fiction, elle, permet plus de liberté. Mais je n'en fais pas pour autant une tribune politique. Vous verrez par exemple que je n'accole aucune étiquette politique au maire d'Envie. Je ne le classe ni à gauche ni à droite. Je laisse soin au lecteur d'imaginer quelle pourrait être son appartenance politique. Parce que je trouve davantage plus intéressant de dépeindre des situations que j'ai pu observer dans le chef de gens, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, et donc de raconter cette fiction plutôt que d'essayer de diffuser des positions plus personnelles. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Mais c'est plus diffus. Oui. Camilleri n'est pas non. C'est oui, c'est des voilà, petites touches à plus... propos des enfants qu'on retrouve morts sur la plage en Sicile parce qu'ils sont tombés d'un bateau, enfin, Mais après, voilà, j'espère qu'on retrouve dans ce livre, au minimum, les valeurs humanistes qui m'ont nourri. Parce que ça me paraît important. Mais pour revenir, encore une fois, si on prend l'exemple de ces gens qu'on retrouve sur les plages parce qu'ils ont voulu traverser la Méditerranée en quête d'une vie meilleure, trouver que quand l'humanité en arrive à ce genre de situation et finit par être capable de regarder ça sans se révolter, pour moi, ce n'est ni de gauche ni de droite. C'est simplement c'est de l'humanisme. Oui, mais je pense que tu ne parlais pas politique au sens particratique, hein. Tu parlais de valeurs politiques. Un regard sur le monde tel qu'il est, un regard politique sur le monde. Et par exemple, si on en revient, c'est une manière de retomber sur nos pattes, à la démocratie et la démocratie locale. Derrière la manière dont je dépeins le maire d'Envie, il n'y a pas, pour moi, une critique de ce que pourrait être la démocratie locale, mais simplement la volonté de montrer que cette démocratie locale n'est ni toute blanche ni toute noire. C'est-à-dire que, on dit toujours, c'est le degré le plus proche du citoyen. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas exempt pour autant des jeux de pouvoir et des mécanismes de domination qu'on retrouve dans toutes les entreprises collectives. Dès qu'il y a, Brassens disait, dès qu'on n'est plus
de 4, on est une bande de cons. Bon, ici, je dirais, dès qu'on est plus qu'un certain nombre, il y a une forme de hiérarchie qui s'installe dans le groupe, des gens qui émergent, des leaders, etc. Et, si je me rappelle bien ce que mon papa sociologue m'a appris, dans tout groupe qui se structure, il y a la dimension instituante où le groupe se mobilise pour les valeurs qu'il va porter et défendre, et puis il y a la dimension institutionnelle où à un moment donné le groupe se structure et où il va finir à un moment donné par dépenser plus d'énergie au maintien de sa propre structure qu'au combat extérieur qu'il mène. Et donc, donc ce que je veux dire par là, c'est que dans toute situation collective, il y a des mécanismes de pouvoir, de prise de pouvoir, de maintien en pouvoir qui jouent. Et à côté de ça, il y a un idéal collectif qu'on poursuit tous ensemble. Et c'est toujours une dialectique entre les deux. Et ce qui fait que la démocratie locale, comme la démocratie de manière générale, elle est ambivalente. Elle contient en elle le pire et le meilleur. Parce qu'elle est une entreprise humaine, tout simplement. Et donc c'est notamment ça que c'est cette nuance que j'avais envie de traduire aussi dans ce livre. Encore une petite question, et puis je propose que, comme Pascal Laurent veut bien dédicacer ses livres si vous souhaitez les acheter, ou il veut bien continuer un peu la discussion avec vous autour d'un verre, on en restera là pour les échanges. J'ai bien compris les raisons qui vous poussent à mettre l'intrigue, l'action en France. Par contre, j'ai un peu surréagi sans doute quand vous avez dit « oui, ça me permet de faire l'opposition entre la police et la gendarmerie, vu qu'en Belgique, il n'y a plus de gendarmerie ». Vous croyez que vous n'auriez pas pu trouver aussi cette opposition entre la police locale et la police fédérale? Oui, sans doute. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y avait le risque quand même, comme on est dans un corps intégré, la police, que là, il y ait un véritable rapport hiérarchique qui joue. Et donc que l'inspecteur de la police judiciaire qui débarque puisse vraiment en imposer aux représentants, au chef de la police, au chef de zone, on va dire, pour utiliser un terme en belge, et que notre monsieur de la PJ, alors moi je le dis à l'anglais, je dis Ballinger, que l'inspecteur Ballinger puisse dire au brigadier Host, là maintenant c'est fini, hein. Vous vous mettez dans mon sillage et vous faites ce que je vous dis. Oui, c'est une ficelle de récit, hein. C'est pas tant la question de vraiment respecter les choses, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans le roman policier, l'opposition dans le roman policier en France ou les séries où tu vois la gendarmerie qui s'oppose à la police, c'est fréquent. Ça a une ficelle d'écriture, enfin, entre guillemets, sans donner de sens péjoratif au terme ficelle. Et parce que chacun voit un peu... Allez, le gendarme, il voit un type qui débarque de Paris, il y a ce rapport aussi Paris-Province, et qu'on trouve peut-être moins ici... je ne suis pas sûr que si on envoyait quelqu'un de Bruxelles, un Carolo ou un Namurois aurait cette même réaction de dire c'est quelqu'un de la capitale. Je pense peut-être, hein, mais je le ressens moins. Même s'il est arrivé que mes collègues bruxellois me chambrent un peu parce que j'étais Carolo, mais je pense que c'est beaucoup plus prononcé en France où quand on voit arriver un Parisien, on le regarde un peu à l'air de dire c'est qui ce gars qui débarque pour nous apprendre ce qu'on est capable de faire sans lui. Et donc ça c'était aussi le moteur. Il y avait cette idée de quelqu'un qui pénètre dans le précaré d'un autre, en tout cas ce que l'autre pense être son précaré. Et donc il y a ce rapport au territoire. Par contre, ce que je note et qui est amusant, c'est que personne n'a questionné sur la ruralité. Non. Parce que c'est un polar rural et ça aussi, ça me tenait à cœur. Mais ça avait déjà été le cas. On m'avait questionné par le passé là-dessus. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va continuer un peu à bavarder.